après-midi deux présentations. La première sera celle de Mme Mireille Saint-Onge et sa présentation s'intitule « Une approche multimodale pour aider les personnes psychotiques qui entendent des voix ». Pour présenter Mme Mireille Saint-Onge, donc elle est docteur en psychologie, professeure titulaire à l'école de service social de l'Université Laval à Québec. Elle est l'auteure, entre autres, de plusieurs publications en lien avec le thème qu'elle va développer pour nous cet après-midi. Non seulement plusieurs articles dans des revues de santé mentale et un livre sur l'analyse de témoignages de personnes qui entendent des voix, qui est apparu, je crois, dans le courant de cette année encore, mais aussi un outil de formation et d'animation intitulé « Mieux vivre avec les voix ». La deuxième présentation que nous aurons dans la foulée sera celle de Bernard Saint-Onge et Marc-André Ali, qui nous viennent de Montréal. Ils partageront avec nous leur expérience dans un milieu de psychiatrie légale à Montréal du programme IPT, IPT signifiant traitement psychologique intégré. Alors Bernard Saint-Onge est titulaire d'un doctorat en psychologie clinique de l'Université de Montréal et a travaillé comme psychologue pendant une dizaine d'années au département de psychiatrie adulte d'un hôpital de soins généraux. Il a ensuite été professeur substitut pendant une année à la Télé-Université au DESS en santé mentale. Depuis 2008, il est psychologue dans des unités de réadaptation à l'Institut Pinel, cette structure étant un institut psychiatrique sécuritaire à Montréal. Son collègue, Marc-André Ali, est quant à lui titulaire d'un baccalauréat en psychologie et d'une maîtrise en criminologie de l'Université de Montréal. Il a tout d'abord œuvré dans la communauté en tant qu'agent de surveillance auprès d'une clientèle judiciarisée. Depuis 2009, il travaille également à l'Institut Philippe Pinel au titre de criminologue. Et enfin, je vous présente le docteur Paul Duroy qui a accepté d'être le discutant de cet atelier. Il est psychiatre à Bruxelles, il travaille à la clinique psychiatrique de la Ramée dans une unité spécialisée en alcoolologie. Et à partir de janvier 2015, il prendra la responsabilité d'un service à la clinique psychiatrique Fonroy de Bruxelles également. Un service destiné cette fois à accueillir des jeunes adultes présentant une première décompensation psychiatrique. Paul Duroy est par ailleurs aussi président du conseil d'administration de la communauté thérapeutique du Wolvenal. Voilà, je laisse maintenant la place à Madame Saint-Onge pour sa présentation. Immédiatement après, nous aurons la présentation de M. Saint-Onge et Ali, et puis je laisserai la parole au docteur Duroy et puis à la salle pour les échanges. Voilà. Donc, alors bonjour, il y a un petit peu moins de monde, alors ça va être peut-être un peu moins gênant aussi. Donc, j'espère quand même ça va vous divertir quelque peu avec mon sujet sur la question d'entendre des voix. Donc, je vais débuter avec le plan, en fait, c'est une brève introduction. C'est sûr que ma présentation est orientée sur la place du sens d'entendre des voix. C'est pas, je ne m'arrêterai pas à parler des symptômes et tout ça, de définir sur un plan clinique, mais plus la place centrale d'entendre des voix dans l'expérience des personnes. Et le savoir expérientiel aussi, ma présentation va tourner autour de l'importance du savoir expérientiel des personnes directement concernées par ce phénomène-là. Et de vous parler d'un changement de paradigme, de l'élimination des voix. C'est sûr que ce n'est pas dans le paradigme psychanalytique qu'on veut éliminer les voix, mais il y a un gros courant où on tente d'éliminer les voix par de la médication neuroleptique ou par d'autres traitements. Plutôt à s'engager avec ces voies-là. Je vais vous expliquer, c'est un peu la troisième phase aussi des thérapies cognitivo-comportementales, et de parler d'intervention précoce en fonction de sous-groupes cliniques qui sont identifiés, entre autres par des psychiatres britanniques, et de parler de la multimodalité d'approche pour travailler auprès de ces personnes-là. Je commence avec une citation de Patty Haag. Patty Haag étant une cliente du professeur ou du psychiatre social Marius Romm de l'Université Limburg à Maastricht, pour vous montrer que ça nous invite, si vous remarquez, elle prend l'Iliade d'Homère pour mentionner comment les voix interagissent avec les personnes qui entendent des voix. Donc, il y a plusieurs fonctions.
Donc, c'est un peu ça que je mentionne. Ça nous invite justement à s'intéresser aux diverses fonctions des voix et à tabler plus particulièrement sur les fonctions positives. Donc, nous, c'est un peu le message qu'on envoie. Il n'y a pas que des fonctions malveillantes dans les voix, il y a des fonctions positives. Donc, on peut, en tant qu'intervenant, tabler sur ces fonctions-là, sur les valeurs des personnes et pouvoir dialoguer ou trialoguer avec les voix. Cette personne, Patty Haag, a été la bougie d'allumage des travaux pionniers de l'équipe du psychiatre Marius Rom, comme je vous le mentionnais, sur l'importance de comprendre le modèle explicatif auquel les personnes adhèrent. Pour Patty Haag, c'était la théorie du psychologue Julian James sur l'origine de la conscience. Et ainsi, on part de ce modèle explicatif pour comprendre le sens et la signification profonde de leur expérience. Je vous invite à consulter aussi des sites Internet, dont le Hearing Voices Network en Angleterre ou Intervoice, et tous les travaux de Rom et de Escher, Sandra Escher. Alors, en accueillant cette théorie par un partage ouvert avec sa cliente, le psychiatre Rom a pu constater l'amélioration instantanée de leur relation, qui était stagnante depuis 5 ans. Il n'y avait aucune amélioration de sa condition, donc il l'a écouté. Et en écoutant, en partageant cette théorie-là qu'ils ne connaissaient pas, leur relation s'est améliorée de façon importante. Alors, à la suite de cet échange, il a décidé d'organiser des rencontres avec des personnes qui entendent des voix et avec Patty. Alors là, il a été vraiment surpris de quelle manière ces personnes-là se comprenaient entre elles. Et j'ouvre la parenthèse, à ce moment, il a constaté un énorme vide d'impuissance. Dans sa pratique, aucun des patients n'était capable de composer avec les voix. Donc, à la suite de ces constats, Rom, Escher et son équipe ont eu recours à des études comparant l'expérience de personnes qui ont un vécu psychiatrique avec celles qui n'ont pas de vécu psychiatrique et qui entendent des voix, qui sont quand même une proportion assez importante dans la population en général. On dit entre 10, dépendant des études, à 39%. Donc, il s'est intéressé aux stratégies d'adaptation aux voix en fonction de la comparaison des deux groupes. Et ça a montré que les personnes qui n'ont pas d'histoire psychiatrique ont plus tendance à accueillir leur voix, à s'engager avec elles, et ils réussissent mieux à s'adapter à leur voix. Alors, 20 personnes qui ont participé à sa première recherche pionnière qui a été publiée dans Schizophrenia Bulletin en 1989 ont été invitées à être les premières conférencières du premier congrès international, non, c'était national à ce moment-là, mais le premier congrès exclusivement réservé aux entendeurs de voix. C'est le terme qu'on utilise dans le monde un peu communautaire, on dit les entendeurs de voix. Donc, il est organisé le 13 octobre 1987 en Hollande. Donc, dans les foulées de ces travaux, on assiste au développement d'un vaste mouvement international, dont je vous ai donné l'adresse ici, et de réseaux d'entraide pour les personnes qui entendent des voix. Donc, en Angleterre, le premier groupe d'entendeurs de voix a été créé à Manchester en 1988. Et maintenant, il y en a plus de 180 groupes d'entraide exclusivement pour les personnes qui entendent des voix. Et en 2010, on a créé un tel réseau pour les jeunes, pour les enfants qui entendent des voix par Rachel Waddingham à Camden. Donc, ça va m'amener à vous parler sur l'élimination des voix, ça va, sur l'approche cognitive et l'intervention précoce. Donc, les questions que soulèvent justement les constats dont je viens de vous faire mention, c'est est-ce que l'on demande aux personnes qu'on voit en consultation la théorie à laquelle elles adhèrent concernant leur voix? Est-ce qu'on s'informe sur cette théorie si on ne la connaît pas? À l'instar des psychiatres britanniques Kingdon et Tom Kington, tels des devoirs à la maison, dans quelle mesure tenons-nous compte du savoir expérientiel des personnes directement concernées par ce phénomène dans nos recherches et nos interventions pour comprendre la signification de ces voix? Dans quelle mesure on requiert un modèle sur la continuité de l'expérience pour comprendre l'origine des voix et quels outils on utilise pour comprendre les liens entre l'expérience passée et les voix. Alors, plusieurs auteurs ont fait ressortir que les personnes qui entendent des voix avaient expérimenté un événement traumatique. Dans leur enfance ou leur adolescence, on parle d'entre 70 et 80% des personnes. D'ailleurs, les psychiatres dont je viens de vous nommer
dans leur conceptualisation de sous-groupes cliniques. Ils ont conceptualisé 4 sous-groupes cliniques, dont la psychose traumatique, ont montré ces liens. Et on constate une association entre cette psychose-là et l'état de stress post-traumatique. On va trouver aussi un chevauchement avec le trouble de personnalité limite. Et les personnes qui correspondent à ce sous-groupe-là ont des hallucinations, des voix abusives, souvent avec un contenu sexuel. Souvent, c'est l'abus, c'est la voix de l'abuseur. Les voix leur parlent à la deuxième personne en leur disant des choses, tu es une salope, tu es un salaud, si tu le racontes, je vais te tuer. Et des voix qui donnent des ordres, tue-le ou tue-toi. Donc, c'est sûr que de ce constat-là aussi a émané une intervention qu'on appelle sur les Common Hallucinations par l'équipe de Birchwood et de Needham en Angleterre, pour montrer l'importance justement de faire une intervention précoce lorsque c'est des ordres, parce que c'est la fonction la plus dangereuse pour les personnes et pour elles-mêmes si elles écoutent les ordres qui sont donnés. Donc, c'est sûr que c'est des hallucinations qui sont éprouvées et qui sont, pour la personne, vont amener beaucoup de détresse. Donc, ces psychiatres vont recommander, dans un premier temps, de travailler sur le trauma, dans un premier temps. Même si plusieurs années se sont écoulées, comme c'est souvent le cas, peut-être 10-15 ans, se sont écoulées depuis le trauma. Ensuite, on fait un travail sur la réattribution des hallucinations auditives dans une perspective de continuité de l'expérience, ce qui est central au succès de l'intervention. Et de travailler aussi sur le pouvoir et de remettre en question la véracité des voix qu'on prend au pied de la lettre. Donc, pour eux, l'élément clé, c'est vraiment de travailler avec le modèle explicatif de la personne en premier. Que ce modèle-là soit télépathique, surnaturel, psychologique, médical, peu importe. On travaille, on accueille la personne dans ses croyances. Pour une investigation qu'on a en étroite collaboration avec la personne, et ce qu'eux appellent un voyage de découverte basé sur un empirisme scientifique. La raison est fort simple. Pour eux, c'est la meilleure façon d'expliquer, de comprendre les sentiments et les idées bizarres